est très heureux de vous accueillir ce soir pour la conférence annuelle. Je me présente, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Boulet, je suis président du club d'entreprise Bréséo. Bréséo, c'est un club d'entreprise d'environ 200 entreprises qui rayonnent sur le pays de Pleuramel. C'est-à-dire qu'on va de Lagacy jusqu'à Moron et de Josselin jusqu'à Guerre. Donc 200 entreprises, on est structuré, pour ceux qui ne connaissent pas, en antennes. On a une antenne locale à Madé-3, une antenne à Josselin et une antenne à Pleuramel, qui ont chacune leur propre autonomie et qui peuvent organiser un certain nombre d'animations. Alors, cette année, notre équipe a fait le choix d'un thème audacieux, les intelligences au service de l'entreprise. Alors, on aurait pu dire, mais ça passait pas sur les affiches, les intelligences dans toute leur diversité au service de l'entreprise, ou encore, être intelligent comme un président de Bréséo. Je vois à l'œil dubitatif de certains poindre la question « Pourquoi ce thème ?» Alors, nous avons réfléchi aux problématiques actuelles et aux tendances sociétales. Après plusieurs aspirines, preuve en est que nous sommes au moins équipés d'un cerveau, un même thème, l'intelligence, s'est exprimé à travers plusieurs approches. L'intelligence artificielle, intelligence multiple, intelligence atypique. Les travaux récents des nouvelles technologies et des neurosciences offrent désormais une manière inédite de voir le monde, l'humain, et de valoriser les compétences qui lui sont propres. C'est un sujet que nous avons trouvé passionnant, et on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux, disait l'autre, mais c'est pas du tout ça ce que je voulais dire, plouf, je recommence. On a vu souvent, disais-je donc, des intelligences atypiques, révélées au travers de films ou séries télé, vous en avez tous sûrement en mémoire, des personnes autistes. L'idée d'inclusion est aussi de plus en plus prégnante. Beaucoup de comportements ont ainsi évolué du point de vue de l'éducation et de l'instruction. La mise en lumière des intelligences multiples sert désormais l'enseignement. La découverte de troubles 10 permet d'envisager différemment les difficultés des élèves, de les aider à progresser et de moins les stigmatiser. Les avancées de l'intelligence artificielle montrent de plus en plus que l'intelligence évaluée par le QI ne peut pas à elle seule définir l'homme et qu'il est urgent qu'il prenne la mesure de ses compétences intellectuelles spécifiquement humaines. Comme nous avions envie d'approfondir tous ces sujets, nous avons pensé à une nouvelle formule inspirée des TEDx, pour ceux qui connaissent, ou des tables rondes. Et ce n'est pas un intervenant ce soir que vous écouterez, mais 3, avec chacun leur expertise dans leur secteur. Nous avons choisi ce thème et cette formule car le sujet est d'une incroyable richesse, tant pour les personnes que nous sommes à titre privé, donc parents, anciens élèves avec difficultés d'apprentissage, des étudiants, des passionnés, que pour celles que nous sommes dans le cadre professionnel, enseignants, salariés, chefs d'entreprise, etc. Parler des intelligences, c'est affirmer haut et fort que l'intelligence humaine est loin de se résumer au QI, mais qu'il existe des intelligences multiples, des intelligences atypiques et des intelligences artificielles qui offrent de nouvelles perspectives étonnantes. Nous espérons donc que ces 3 interventions vous inspireront tant personnellement que professionnellement. Chacun de nos spécialistes parlera pendant une trentaine de minutes. Vous pourrez ensuite poser vos questions et je vous y encourage. La soirée se prolongera, comme d'habitude chez Bréséo, autour d'un cocktail dînatoire offert, où les discussions et débats avec nos experts pourront se poursuivre. Alors, la première intervenante ce soir sera Caroline de Toriac. Caroline de Toriac est neuropsychologue. Elle nous éclairera sur la neurodiversité des différentes intelligences, pas facile à dire, et de ce que cette richesse représente du point de vue humain, mais aussi pour une entreprise. Notre deuxième intervenant sera Jean-François Dufresne, ancien directeur général d'Andros. Jean-François Dufresne s'est personnellement impliqué au sein de l'entreprise qu'il dirigeait pour l'inclusion de personnes autistes. Il est le fondateur de l'association Vivre et Travailler Autrement. Et notre troisième intervenant sera Romain Farel. Romain Farel est responsable partenariat industriel au CEA List Paris-Saclay et spécialiste de l'intelligence artificielle. Il évoquera ce que l'intelligence artificielle offre comme possibilité aux entreprises à travers un cas d'application concret auquel il prend part, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser les données médicales
du DMP, donc le dossier médical partagé. On va commencer par Caroline. Donc, Caroline de Toriac, psychologue spécialisée en neuropsychologie, intervenant à l'unité d'appui et de coordination du CRA à Vannes. Caroline de Toriac est, par sa spécialisation, experte dans les troubles des apprentissages. Elle nous parle aujourd'hui de la neurodiversité en tant que richesse pour l'entreprise. Nous comprendrons pourquoi le recrutement de profils atypiques est une réelle richesse pour l'entreprise et pourquoi il est pertinent de sélectionner une personne sur son profil plutôt que sur son diplôme. Je te laisse la parole, Caroline. Alors, bonsoir à tous. Je ne vais pas me représenter, ça a été très bien fait, merci beaucoup. Voilà, donc ce soir, je commence la soirée et je remercie déjà Brézéo d'avoir osé aborder ce sujet. Alors, la diversité, l'inclusion, parce qu'il en est question ce soir, c'est mon métier. Alors, sachez que je pourrais vous en inonder quand même d'informations pendant des heures. J'ai même parfois quelques jours, donc j'ai beaucoup de chance. Mais ce soir, j'ai le droit à 20-30 minutes. Alors pour moi, ça représente un petit défi quand même, parce qu'il a fallu faire un gros travail de synthèse. Mais pour vous, ça évitera la satiété pour... voilà, vu l'heure qu'il est, déjà en fin de journée, c'est plus compliqué. Et il y a 2 autres personnes à écouter, donc on va éviter ça. Donc ce soir, je vais évoquer avec vous l'intérêt que peut avoir de regarder encore plus la personne qui est derrière le diplôme, voire l'absence de diplôme. Auparavant, dans la société, il était possible de recruter des personnes qui pouvaient ne pas avoir de diplôme, mais néanmoins faire des carrières assez impressionnantes et accéder à des postes assez élevés. Aujourd'hui, le recrutement, il y a de plus en plus de normes, de plus en plus de diplômes, et certains postes seront réservés à une minorité qui possède toutes les caractéristiques nécessaires. Mais quand on discute avec des professionnels et des chefs d'entreprise, on entend souvent qu'il y a de plus en plus de difficultés dans le recrutement, avec des personnes qui ne veulent pas travailler avant 10h30 ni après 16h42, ou ne pas travailler le soir ni le samedi alors qu'ils veulent travailler dans la restauration, ou d'autres qui finalement utilisent le boulot vraiment pour après s'occuper de leurs loisirs très individualistes. Mais là, c'est vraiment des personnes qui auront peut-être du mal à s'ancrer dans une valeur de l'entreprise aussi. Donc, ce qui fait que le recrutement est de plus en plus difficile. Donc, c'est pour ça que voilà, moi ce soir, je voulais vous parler d'une alternative. Voilà, bien évidemment, il y a encore beaucoup de personnes qui apprécient leur travail, qui s'inscrivent dans la valeur de l'entreprise. Néanmoins, il va falloir faire avec aujourd'hui tous les profils. Donc l'idée, c'est vraiment de vous montrer en quoi donc, toutes ces intelligences atypiques méritent qu'on leur laisse une chance, malgré le fait qu'ils ne rentrent pas forcément dans tous les critères d'embauche, à la fois sur le CV ou peut-être même au moment d'un entretien. Parce que sachez que pour une des intelligences atypiques que je vais présenter, l'entretien d'embauche est un véritable défi. Au-delà du fait que ça puisse représenter un certain stress. Donc, l'idée en fait, que je suis en train de vous présenter, c'est que peut-être il pourrait être intéressant de penser le recrutement comme il a été fait il y a quelques années. Ça marche. Alors, je parle des intelligences et je commence par les animaux. Je ne sais pas si vous le connaissez, lui. Il est plutôt assez mignon. Sachez que c'est un petit singe qui a une particularité, c'est que c'est le seul mammifère vénéneux au monde. Il a une petite glande sur le coude et s'il veut mordre, il va sucer en fait cette glande avant de vous mordre et donc de vous empoisonner. En fait, ce que je suis en train d'introduire grâce à ce petit animal qui s'appelle le loris paresseux, pour information, c'est que on a une tendance très forte à se former des premières impressions. Le cerveau ne peut pas s'empêcher de faire ces premières impressions.
Voilà, donc ça c'est vraiment pour introduire cette notion-là, parce que ça va jouer en fait le recrutement d'intelligence atypique. Le gros problème qu'elles ont, c'est que les premières impressions, ça passe pas super bien pour eux. Et je vais essayer de vous amener à essayer de faire attention un petit peu à ces principes-là. Ça a bien tourné, oui. Vous saviez qu'il faut 1/10 de seconde seulement pour se former une première impression. Et sur le simple fait d'informations non verbales. Alors, ça peut être l'allure générale, la tenue vestimentaire, des informations sur un CV. On n'est pas obligé de voir la personne pour avoir toutes ces informations-là. Et de se faire donc un jugement social dessus. Ce qui veut dire que déjà, à partir d'un CV, des premières impressions se forment. Et ça, c'est un mécanisme qui est totalement inconscient. Vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire. Néanmoins, on peut quand même y faire attention. Ce qui se passe, en fait, quand le cerveau reçoit une information, il doit d'abord l'identifier. Une fois qu'il a identifié l'information, il va essayer de la comparer avec les informations qu'il a dans sa mémoire. Et une fois qu'il a pu vraiment bien l'identifier comme ça, il va classer dans une catégorie. En fait, ça va faire référence à une catégorie. Notre cerveau, il est rangé en petits tiroirs. Et pour rentrer une information dans le tiroir, il faut avoir activé un certain nombre d'informations qui permettent d'ouvrir la serrure. En gros, ça nous permet, en fait, c'est très utile comme mode de fonctionnement, c'est que ça nous permet de mettre du sens à notre environnement et de à la fois le comprendre et de nous y adapter. Autre point sur ces catégories, donc ça c'est un point que partagent l'ensemble des psychologues sociaux, c'est que une fois qu'on a une catégorie, on a toujours un exemplaire très précis qui est représentatif de cette catégorie. Donc, ce qui veut dire que vous allez comparer finalement l'information que vous recevez à l'exemplaire représentatif de cette catégorie. Ce qui veut dire que, imaginez, vous recevez un CV avec une personne qui a indiqué dans ses activités jeux en ligne. Et vous, ça vient activer votre catégorie de personnes jouant en ligne. Et il se trouve que votre exemplaire représentatif, c'est votre neveu, dont votre sœur ou votre frère vous parle beaucoup parce qu'ils sont en conflit actuellement au sein de la famille et qui est en échec scolaire. Votre candidat, là, lui, il n'a encore rien fait et il vient de se faire comparer finalement à votre neveu. Donc l'image que vous allez avoir de lui, elle va être déjà un petit peu dégradée. Ce qui veut dire que l'ensemble des informations qui vont suivre, vous allez les traiter avec déjà une petite connotation négative. Bien évidemment, si vous-même êtes un adepte des jeux en ligne et que ça ne vous a pas empêché de réussir, évidemment, ça ne va pas déranger pour ce candidat-là. Le corollaire, c'est que si, à l'inverse, vous recevez des informations qui vous semblent très valorisantes dans un CV, dans ces cas-là, toutes les autres informations, vous allez les traiter de manière positive. Donc, par exemple, dans les activités sportives de haut niveau, ça peut être quelque chose que vous valorisez. Et donc, vous allez apporter une attention toute particulière aux autres informations. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces deux candidats-là, là, je vous ai parlé des activités qui sont en bas du CV. En fait, ils ont un CV qui est totalement équivalent. Votre cerveau ne l'a pas traité de la même manière. Donc, en fait, votre cerveau a déjà orienté la décision que vous allez prendre. Alors, ça, en fait, ce que je suis en train de décrire, c'est ce qu'on appelle le feeling ou l'intuition. Je le sens mieux. Et ça, en fait, c'est votre cerveau qui a juste fait des rapprochements et vous en êtes pas rendu compte. Pour se forger une première impression, il y a aussi d'autres ingrédients qui sont, premièrement, la motivation, c'est-à-dire qu'on peut décider de prendre en compte certains éléments qui nous sont importants, comme une mention à un diplôme, soit au bac, soit sur le master. Donc, quand vous décidez de faire attention comme ça, vous êtes motivé à aller chercher ces informations-là. Et il y a un autre élément qui est l'attention.
Donc l'attention, c'est une fonction cérébrale. Pour vous l'expliquer, je vais vous montrer une petite vidéo. Alors, je vais vous l'expliquer, la vidéo, puis je vais aller lancer, puisqu'il faut que je lance de là-bas. Donc dans la vidéo, alors peut-être certains connaissent la vidéo, et dans ces cas-là, je vous demanderai de ne pas expliquer ce qui va se passer. Ce que je vais vous demander, c'est de comptabiliser. Vous allez voir des joueurs avec un ballon de basket et vous allez comptabiliser le nombre de passes que se font les joueurs en blanc. Count how many times the players wearing white pass the basketball. How many passes did you count? The correct answer is 15 passes. Est-ce que tout le monde a vu le gorille? But did you see the gorilla? En fait, l'attention, This video is from c'est research by Daniel un Simons and Christopher. mécanisme qui fait que vous allez focaliser sur certains éléments et vous rendre aveugle à ce qui se passe autour. Alors ça marche à la fois pour des aspects visuels comme le test le démontre, mais ça marche aussi par rapport à des idées. Quand on focalise sur une idée, on en oublie d'autres alternatives. Voilà. Et donc forcément, c'est pareil. Quand vous avez décidé de faire attention à certains éléments, le souci, c'est que vous risquez d'en ignorer d'autres. Ça, c'est une expérience toujours de psychologie sociale qui a été réalisée par H en 1946. C'est une expérience qui a été faite et refaite, hein, donc les résultats sont les mêmes. Donc c'est une expérience qui est très forte en psychologie. Donc là, en fait, ce qu'il a demandé aux participants, c'est à partir de cette liste d'adjectifs, de décrire la personne qui était présentée sur cette liste d'adjectifs. Et il devait également remplir une sorte de petit questionnaire qui listait un peu des traits de personnalité. Donc, la personne décrite ici était décrite comme généreuse, honnête, sociable, agréable et ayant un bon caractère. Par la suite, H a changé un mot de la première liste. Chaleureux est devenu froid. La description qui a été faite juste sur ce changement-là, parce qu'à côté de ça, il restait toujours intelligent, adroit, travailleur, déterminé, pratique et prudent. Le changement est radical, mis à part qu'il est toujours honnête. Mais c'est tout de suite une personne un peu plus antipathique. Donc, voilà, ce que j'ai introduit avec cette notion de première impression, parce que finalement, on n'arrête pas d'en faire, mais c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Et dans le cadre des intelligences atypiques, les premières présentations ne seront peut-être pas toujours très engageantes. Ça ne veut pas dire que derrière, la personne n'en vaut pas la peine. Alors, les personnes que vous voyez défiler sont des personnes que, normalement, vous allez tous connaître. Ce sont des personnes, on les connaît parce qu'elles ont un talent qui est reconnu dans la société. On est plutôt content qu'à un moment donné, quelqu'un leur ait donné une chance aussi à ces personnes-là. Ce qu'elles ont en commun aussi, toutes ces personnes, c'est qu'elles ont toutes un trouble du neurodéveloppement. Donc, c'est les fameuses intelligences atypiques. Donc, en fait, le trouble du neurodéveloppement, c'est vraiment, depuis le début de développement du bébé, le cerveau fait mal quelques connexions cérébrales dans certains réseaux spécifiques. Donc, voilà. Donc, ça sont des personnes qui, grâce à des lectures, on a pu identifier quel trouble ils avaient. Alors, je ne sais plus qui a quoi, c'est pas le plus important.
Mais voilà, en tout cas, ce sont des personnes qui ont eu une chance. À un moment. Néanmoins, j'ai trouvé une jolie citation de Sénèque qui dit que la chance, c'est ce qui arrive quand la préparation coïncide avec l'opportunité. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas juste une chance, comme s'ils avaient joué au loto, par exemple. C'est pas que du hasard. Ils en sont aujourd'hui parce qu'ils partagent tous une caractéristique fondamentale, c'est la persévérance. C'est ça qui les a menés où ils sont aujourd'hui. Ils ont osé peut-être persévérer, ouvrir des portes, oser aller parler à d'autres personnes. Alors l'idée de mon propos en présentant toutes ces personnes célèbres, c'est pas de réduire les troubles du neurodéveloppement à des surcompétences, mais démontrer que ce sont des personnes qui, si on leur donne une chance, valent vraiment le coup. C'est peut-être la chance qu'ils auront de pouvoir dévoiler aussi leur potentiel. Alors ce soir, voilà, on parle des intelligences et moi j'ai commencé à vous parler de troubles. Sachez que tous les troubles du neurodéveloppement que j'ai décrits là dans les bulles, ce sont des troubles. Il faut avoir une intelligence qui soit au moins dans la norme pour pouvoir les diagnostiquer. Je pense notamment aux troubles 10. Et donc les troubles 10, c'est les troubles spécifiques des apprentissages ou les troubles de communication. Il faut que l'intelligence soit présente, voire à un niveau normal, voire à un niveau très supérieur. Toutes ces personnes-là qui sont là, ça représente 8% de la population. Ça veut dire que là, on est une petite centaine dans la salle, il y a 8 personnes potentiellement qui présentent un TND. Alors, je vais vous les décrire très rapidement, voilà, même si certains sont connus. La dyslexie, donc, est assez connue. C'est celle qui fait que le traitement de l'information écrite est perturbé. Donc, les enfants se retrouvent forcément en difficulté pour décrire des textes. La dysorthographie, qui est souvent associée à la dyslexie, c'est le cerveau qui empêche de pouvoir accéder à la compréhension de règles d'orthographe. Et donc de pouvoir reconnaître aussi l'orthographe d'un mot. Donc ce sont des personnes qui vont fonctionner beaucoup sur du phonétique. Alors aujourd'hui, dans la société, on sait que beaucoup de jeunes ont du mal avec l'orthographe parce que les claviers, parce que les téléphones, les SMS, etc. La dysorthographie, ça n'a rien à voir avec ça. C'est des enfants qui ne peuvent pas apprendre l'orthographe. Et ça depuis leur toute petite enfance. Ils n'ont pas un portable dans les mains, ils n'écrivent pas par SMS en maternelle. La dysphasie, la dysarthrie sont des troubles de la communication orale. Donc là, en fait, la dysarthrie sont les mots qui ne sont pas bien articulés. Vous savez, un peu comme si on se brûlait quand on mange des patates un peu chaudes, là. On se brûle, on a une parole qui est... en ouvrant la bouche, ça fait des mots qui ne sont pas très beaux. C'est aussi, en termes de clichés, c'est souvent quand on présente des personnes pas très malines, c'est une manière de parler qu'on va présenter. Là, je suis en train les personnes dysarthriques, elles vont parler très bizarrement, mais sont des personnes intelligentes. Les dysphasiques, c'est ceux qui vont avoir tendance à soit avoir du mal à prononcer des mots, soit utiliser des mots pour un autre. La dyspraxie, donc eux, les réseaux qui permettent de programmer un geste, en fait, le cerveau n'arrive pas à le faire. Un geste, c'est constitué d'un ensemble de mouvements à réaliser dans un certain ordre et selon une ampleur particulière, une amplitude particulière. Si par exemple je décide de relever ou baisser ce micro, déjà vous avez vu ma main, elle a fait des gestes différents. Donc si c'est pas programmé correctement, si je commence par faire ça avant même d'attraper le micro, vous voyez, en termes de planification, je vais avoir du mal à baisser le micro. Donc forcément, ce sont des personnes qui, l'écriture, ça n'a jamais été leur truc.
Là, vous avez un magnifique dessin reproduit par un enfant dyspraxique. C'est compliqué. Et là, c'est pareil, hein, on aura beau leur demander de répéter des lignes d'écriture, c'est pas ça qui les fera s'améliorer. Les dyscalculiques, eux, ils ont du mal avec les nombres. Alors, évidemment, vous ne les retrouverez pas à venir postuler pour des postes de comptable. Hein. Ça, c'est évident. Parce que les chiffres, c'est vraiment pas leur truc. Enfin, le traitement, vous voyez, ces deux exemples, c'est quand même très particulier. Et pareil, ça n'a rien à voir avec le fait de réviser ces leçons. Le TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc ça, ce sont les personnes distractibles. Elles vont passer d'une idée à l'autre, d'une action à l'autre, ce qui va donner une impression soit d'agitation, soit de personnes un peu dans la lune. Et enfin, l'autisme. L'autisme, c'est un handicap qu'on connaît sans le connaître. C'est ceux qu'on imagine voilà, sans empathie, n'aimant pas être avec les autres ou présentant des bizarreries. Ce qui fait qu'on a tendance à pas trop oser aller vers eux parce qu'ils sont quand même étranges, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Donc là, en fait, sont des personnes, eux, leur cerveau, c'est mal arrangé sur tout ce qui concerne la communication et l'interaction sociale. Ce qui fait que, eux, c'est pas des règles orthographiques ou quoi qu'il faut apprendre, ce sont des règles sociales. La règle sociale, le souci, c'est qu'elle n'est pas écrite quelque part. Personne m'a dit à qui je devais faire la bise ou à qui je devais tendre la main ce soir. Je savais à qui je devais le faire. Les personnes autistes, ça c'est quelque chose qu'elles vont avoir du mal à faire. Donc elles vont apprendre. Au fur et à mesure des situations, elles vont devoir apprendre. À chaque nouvelle situation, elles vont se dire qu'est-ce que j'ai déjà fait la dernière fois dans une situation similaire? Peut-être que si je fais comme ça, dans ces cas-là, ce sera bien perçu. Voilà comment fonctionne une personne autiste. C'est épuisant de fonctionner comme ça. Et ce qui fait que de temps en temps, il y a des maladresses. Il y a des maladresses qui vont arriver, et ce qui fait que on a des comportements qui sortent un peu de ce qu'on attend, et à nouveau, on vient peut-être juger, et ça peut être source de première impression, tous ces comportements. Alors, tous ces troubles, comme je vous l'ai dit, n'ont rien à voir avec un défaut d'éducation, un défaut de culture, ou même d'activité intellectuelle, hein, de travail, etc. Ni même un rapport trop intense avec les écrans. Parce que ça, c'est quelque chose dont on parle aujourd'hui beaucoup, le rapport avec les écrans qui fait qu'on serait moins doué, les générations à venir seraient moins douées que nous sur beaucoup d'activités intellectuelles. Là, on est quand même sur clairement autre chose, hein. Là, le cerveau, c'est pas bien câblé pour le faire dès le départ, et c'est pas un rapport avec les écrans. Ernest Hemingway, il est pas rentré sur des écrans lui, et pourtant il avait des troubles 10. Donc, c'est vraiment pas en leur demandant, en fait, notamment aux enfants, de s'entraîner, de répéter, qui fait qu'ils vont réussir. Après, en grandissant, ils vont mûrir, ils vont trouver des stratégies. Ça va aller mieux qu'au tout début de la scolarité. Néanmoins, c'est dur. Mais voilà, imaginez qu'on soit face à une personne qui est paraplégique et on lui dit, écoute, si tu t'entraînes un petit peu, tu vas réussir à marcher. Ça n'a aucun sens. C'est pareil avec un dyspraxique. Demandez-lui de faire des lignes, ça n'a aucun sens, il n'y arrivera pas mieux. Il risque au contraire de baisser les bras. Parce que ce qui se passe dans leur scolarité, toutes les personnes avec des troubles du neurodéveloppement, alors je vais dire TND, hein, ça ira un petit peu plus vite. En fait, les préjugés là, que je vous ai présentés, toutes les personnes TND en ont souffert. Et en ont souffert au moment où elles sont le moins aptes à faire face à tous ces préjugés. C'est-à-dire ils sont petits. Ils ont pu donc subir des reproches, parfois des humiliations. Des humiliations, ça peut aller... Moi, j'ai déjà reçu en consultation, donc pour un enfant qui avait 5 ans, qui était très dyspraxique. Les parents m'ont expliqué que
Oui, parce qu'un dyspraxique, vous imaginez que la maternelle, avec toutes les activités manuelles, c'est quand même pas la joie. Donc, en fait, il avait fait un coloriage qui était bien évidemment complètement débordé. Et la maîtresse a pris son dessin comme ça devant la classe pour expliquer à tout le monde, regardez ça, c'est moche. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Un enfant qui avait 5 ans a été humilié devant toute une classe comme ça. C'est extrêmement violent. Et lui, il avait fait tout ce qu'il pouvait. Hein. Il avait donné tout. Il avait des petites gouttes de sueur là, pour essayer de ne pas dépasser. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Et il vient de se faire humilier malgré les efforts qu'il a fournis. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc ça, c'est une citation d'Einstein qui résume assez bien la problématique. En fait, ce sont des personnes qui vont s'épuiser. La motivation, elle va diminuer aussi. L'enfant se dévalorise. Et quand je dis se dévaloriser, j'ai déjà entendu des enfants de 5-6 ans dire qu'il ne valait pas grand-chose. C'est quand même très triste d'entendre un enfant de 6 ans vous dire qu'il ne vaut pas grand-chose. Et déjà, pour être capable de le dire, il faut avoir beaucoup d'intelligence aussi, pour être capable de dire quelque chose comme ça. Donc par la suite, c'est des enfants qui se battent un petit peu à l'école, mais au bout d'un moment, qui en grandissant, l'école, ça commence un peu à les fatiguer. Ils vont aussi s'affirmer, donc peut-être qu'ils vont dire bye bye l'école dès qu'ils le pourront. Certains, parce que l'éducation nationale, malgré quelques efforts, n'est toujours pas très inclusive. On va orienter vers des filières d'apprentissage, alors ce qui est bien aussi l'apprentissage, mais on va les présenter comme des voies de garage. C'est quand même fort dommage. Et puis il y en a qui vont rester à l'école, mais qui vont se mettre un petit peu à baisser les bras et subir complètement leur scolarité. Donc ça, c'est une attitude déprimée, hein, de rester, de subir. C'est pas naturel de faire ça. Donc voilà, en tout cas pour les 8% de personnes qui sont ici, ça doit parler un petit peu certainement. Mais peut-être que pour certains, ça ne les a pas empêchés d'avancer, de monter une entreprise. Parce que, je vous rappelle, on a affaire à des personnes qui sont intelligentes. Donc c'est pas parce qu'ils ont arrêté l'école à 15 ans qu'ils ne valent pas la peine. Ce sont des personnes qui vont être capables de monter peut-être leur entreprise, leur boîte d'artisanat par exemple, parce qu'ils sont capables. L'intelligence, c'est une fonction qui nous permet de nous adapter, donc de rebondir quand on a besoin de rebondir. Donc en fait, on a des personnes qui finalement, assez rapidement dans leur vie, ont appris à rebondir. Donc ça, c'est déjà une qualité extrêmement intéressante, d'avoir des personnes qui essayent de s'adapter quoi qu'il se passe. Mais voilà, certains malheureusement restent un peu en marge, n'auront pas eu de réussite scolaire ni universitaire. Donc peut-être qu'on a des potentiels qui restent aussi en marge de la société et qui ne sont reconnus en fait en rien, parce qu'aujourd'hui on demande d'avoir un CV, des diplômes pour reconnaître ce que la personne est capable de faire. Parce qu'évidemment, vous imaginez bien, quand un jeune a dû aller jusqu'au bac avec toutes ces difficultés, se lancer dans des longues études, c'est pas vraiment ce qui va l'intéresser. Donc il se ferme des portes malheureusement de cette manière-là, mais parce que il est intelligent, mais il ne peut pas utiliser correctement son intelligence. Et c'est extrêmement frustrant aussi. Bien évidemment, il y en a qui arrivent à obtenir des diplômes supérieurs. Ça ne veut pas dire que... le fait qu'il y en ait qui y arrivent, ça ne veut pas dire que ceux qui n'y arrivent pas, ils sont moins valables. La réussite, elle est aussi liée à des facteurs externes, comme peut-être la rencontre avec un enseignant bienveillant ou des camarades qui faisaient attention, l'encadrement familial. On n'a pas tous la chance d'avoir des parents soutenants. Donc c'est ce qui fait aussi que certains ne vont pas aller jusqu'à des études. Ce qui est commun à quasiment donc toutes ces personnes avec TND, c'est qu'ils ont en eux une capacité à persévérer. Ils ont appris à persévérer et se battre bien plus tôt que tout le monde. Parce que déjà, dès la maternelle, ils doivent apprendre à le faire. Donc ça, c'est une qualité qui est extrêmement intéressante à mettre au service d'une entreprise. Quelqu'un qui est capable de persévérer comme ça, malgré des difficultés, ça peut être extrêmement intéressant.
je vais vous présenter un peu sur chaque type d'intelligence, quelles sont leurs compétences. Donc, par exemple, vous avez les dyslexiques, les dyspraxiques, eux, travailler à l'écrit, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, en revanche, ce sont des personnes qui ont une aisance à l'oral qui est beaucoup plus intéressante. Et dans des métiers commerciaux, ça peut être quelque chose à valoriser. Ils vont être assez doués. Néanmoins, si vous leur demandez de lire quelque chose ou d'écrire un bon de commande pour un client, ça risque de peut-être prendre un petit peu plus de temps. Donc, ce sont des petites choses. Alors, rassurez-vous, ils ont aussi beaucoup de stratégies pour faire en sorte qu'on les détecte pas. Donc, mais c'est compliqué aussi de devoir faire attention parce qu'on risque d'être rejeté. C'est un peu humiliant de se dire qu'on n'est pas capable de, quand on est adulte, de montrer qu'on n'est pas capable de lire très bien. Les personnes avec troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc le fameux TDAH, sont des personnes qui sont très créatives. Alors aussi bien dans le domaine de l'art que dans le domaine des idées. Comme je l'ai dit, ils sont distractibles. Ils sont aussi distractibles à leurs idées, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'idées. Donc ça, c'est très riche. Alors ça peut être épuisant en réunion d'équipe parce que du coup, ça fuse, il faut réussir à suivre. Néanmoins, eux, ils vont explorer un champ très large d'idées. Ce sont des personnes qui sont également très spontanées, ambitieuses, et dès que vous les mettez en confiance, en fait, elles vont déborder d'énergie pour faire ce qui leur est demandé. Ce qui est aussi intéressant chez ces personnes-là, parce que la fameuse hyperactivité, pareil, l'image, c'est d'avoir des petits ébulons là, qui n'arrêtent pas de sauter et passer partout. Ça se régule un petit peu quand même à l'âge adulte, hein, je vous rassure. Néanmoins, on sent des personnes qui sont actives. Et en fait, l'impulsivité qu'ils peuvent avoir, ça peut les aider à oser prendre des risques. Prendre une décision, c'est prendre un risque. Et eux, ils vont avoir tendance à prendre plus rapidement des décisions que nous, on est capable de le faire. Et parfois, c'est savoir prendre la bonne décision au bon moment, c'est ça qui peut aussi faire tourner faire descendre la balance, en tout cas du côté de la réussite. Et les personnes autistes, elles, sont des personnes qui ont un goût pour le détail, pour la précision. Ce sont des personnes très méticuleuses. Ce sont des personnes qui sont capables d'imaginer des stratégies que vous n'auriez pas imaginées. C'est un peu ce qui est illustré sur cette image. Donc en fait, ils ont un mode de pensée qui va être distinct d'une autre, qu'on peut trouver bizarre, mais qui est original et qui peut nous apporter beaucoup. Si en plus de ça, vous leur proposez une activité professionnelle qui est en lien avec des sujets de prédilection, parce que les personnes autistes ont des sujets de prédilection qui sont très très forts, très spécifiques. Alors là, vous pouvez être sûr d'avoir un engagement le plus complet. Hein. Ils vont, quand ils ont un sujet qui les intéresse, ils peuvent aller jusqu'à vraiment l'hyperspécialisation. Ça peut être très impressionnant. Ou alors ça peut être, voilà, j'aborde un sujet à fond, et puis après je change de sujet et j'en aborde un nouveau à fond. Donc ce sont des personnes où on peut être sûr de l'engagement, de la motivation. Ce sont des personnes fondamentalement intègres. Et ça, au sein d'une entreprise, je trouve que ce sont des qualités qui sont vite recherchées. Le problème, c'est que un autiste, parfois, écrire un CV, il ne sait pas ce qui est attendu de lui. Employé polyvalent, ça ne veut rien dire pour une personne autiste. Et ensuite, il faut que vous le rencontriez. Il ne sait pas comment il doit vous dire bonjour. Il ne sait pas comment il doit vous parler. Si vous lui posez des questions un peu implicites, il ne va pas forcément savoir comment y répondre. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vaut la peine. Le fait qu'il soit aussi très spécialiste, ça montre que ce sont des personnes aussi très autodidactes. Certains vont réussir à se former sur des sujets, à atteindre des niveaux de spécialité qui sont très impressionnants, sans avoir fait les moindres études dessus. Donc, en fait, là, l'idée, c'est que finalement, ces intelligences atypiques, elles peuvent vous apporter d'autres manières de fonctionner, de raisonner, ce qui permet de multiplier les points de vue. Dans une vidéo que j'ai vue récemment, donc, on a un autiste très célèbre qui s'appelle Joseph Chovanec, qui lui
utilisé la métaphore de la tapisserie, en expliquant que pour qu'une tapisserie soit belle, il faut mélanger les couleurs, parfois les étoffes. Et c'est comme ça qu'une tapisserie est jolie. Que ce soit des tapis, des tissus d'ameublement, ce que vous voulez. Mais je trouve que c'est une jolie métaphore. Parfois, mélanger voilà, tous ces points de vue peut vous amener quand même à des choses assez intéressantes. Et peut-être, après, voilà, la beauté, il faut aller la chercher dans vos process, dans vos stratégies. Mais ça, ce sont des choses que les intelligences atypiques peuvent vraiment vous apporter. Alors, je terminerai ma présentation en vous parlant de l'audace d'un psychiatre qui s'appelle Laurent Motron, qui est français, qui s'est exilé au Canada. Je vous passerai les raisons. Il est très connu dans son domaine. Et en fait, il fait beaucoup de recherches en neurosciences. Et son équipe est assez constituée de personnes autistes, et notamment une jeune femme autiste qui s'appelle Michelle Dawson, qu'il a recrutée comme assistante de recherche, sachant qu'elle n'a en aucun cas les qualifications requises pour être assistante de recherche. Donc il l'a recrutée parce qu'il a vu en elle des ressources extrêmement intéressantes pour la science, parce qu'une fois qu'elle était passionnée, elle a lu des centaines et des centaines d'articles avec des capacités de mémorisation très intéressantes, ce qui était très facile après dans les échanges. Elle était capable de les analyser, bien évidemment. Donc voilà, elle n'a pas les diplômes pour. Néanmoins, ce que reconnaît Laurent Motron, c'est que elle lui a apporté une nouvelle manière d'aborder la recherche scientifique. Ce qu'il en résulte aujourd'hui, c'est que Laurent Motron aborde des sujets de manière novatrice et qu'il est reconnu pour ça au niveau international. Mais parce qu'il a pu s'équiper de collaborateurs qui voyaient les choses aussi sous un autre angle que le sien. Alors je précise que ce n'est pas le fait qu'il soit psychiatre et très spécialisé dans l'autisme qui fait qu'il lui est plus facile de travailler avec des autistes. C'est à la portée de tout le monde, ça. Mais au moins, c'est un bel exemple qui montre qu'effectivement, on peut avancer autrement avec ces personnes aux intelligences atypiques. J'ai récemment une discussion avec un directeur qui était confronté lui aussi à des difficultés de recrutement. Lui, il avait carrément des abandons de poste, c'est très énervant. Et finalement, lui, sa conclusion, c'était que finalement, si on n'arrive pas à recruter des personnes intelligence ordinaires, avec plein de guillemets, l'intelligence qu'on estime être la majorité normale, finalement, autant proposer des postes à des personnes un peu plus en difficulté, mais qui seront certainement très contentes d'avoir un boulot et qui s'engageront véritablement dedans. Aujourd'hui, embaucher je pense, forcément, je parle beaucoup de l'autisme parce que c'est aussi le sujet dans lequel je travaille. Il y a beaucoup d'entreprises qui embauchent volontairement des personnes autistes. La société Aspertise ou la société Avencode, qui sont des sociétés informatiques, qui ont décidé de recruter des personnes autistes. Avencode, je crois que c'est celle-ci, je crois qu'elle est sur Nice. En fait, leur boulot, c'est de faire de l'audit de logiciels. Et en fait, ils se sont dit que prendre des autistes qui avaient comme sujet de prédilection l'informatique, peut-être les former juste à le travail qu'ils allaient faire, c'est-à-dire vérifier des logiciels, ils s'assuraient que le fait de ne pas être passé par une école d'informatique, ils aient finalement une pensée qui n'était pas formatée. Et il se trouve que ce sont des personnes qui finalement abordent les logiciels qui leur sont envoyés d'une autre manière. Et effectivement, ils ont trouvé des bugs que personne n'aurait imaginé. Donc vous voyez, ça c'est extrêmement intéressant. Sachez que la Silicon Valley, il y a beaucoup de personnes autistes. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose dans l'environnement de la Silicon Valley qui fait qu'il n'y a plus d'autistes, ou est-ce qu'ils ont des compétences qui intéressent beaucoup les sociétés informatiques ? Je vous laisserai réfléchir à ça. Néanmoins, sachez que là, je vous ai donné des exemples informatiques. Ne réduisons pas l'autisme à ça. C'est valable pour tous les domaines.
Et voilà, avant de conclure, je voulais vous montrer cette petite vidéo qui résume en 2 minutes la richesse que peut être la collaboration au-delà de nos différences. Voilà, donc je trouve que en peu de temps, celui qui a monté cette vidéo, et il n'est pas spécialiste du handicap, je précise, je pense que là on peut parler de la différence à un sens plus large, a vraiment réussi à résumer vers quoi on devrait aller. Voilà, donc pour terminer, en fait, là où je voulais vous amener, c'était que, voilà, dites-vous que derrière la prochaine personne non diplômée ou à la présentation un peu particulière se cache peut-être une personne remplie de richesses qui pourra vous apporter à vous en tant que personne et également apporter à votre entreprise aussi bien sur l'ensemble des collaborateurs que sur la manière de travailler. Donc, finalement, voilà, je conclurai sur peut-être la nécessité d'un changement de paradigme et revenir à des processus de recrutement comme ceux qu'on avait il y a quelques années, et bien évidemment en faisant attention aussi aux pièges que votre cerveau peut vous lancer. Ça vous permettra de contrôler toutes vos premières impressions. Et bien évidemment, si vous souhaitez approfondir ce sujet, vous pouvez me contacter. Sachez que moi, je suis dans le département et je peux tout à fait venir jusqu'à une journée complète
pour vous parler de l'autisme à vous, vos salariés, ou si vous avez besoin de savoir comment embaucher des personnes autistes ou comment adapter un poste. Voilà, moi je suis là pour ça. Je peux vous orienter aussi vers des personnes qui peuvent vous aider à le faire, donc n'hésitez pas. Et merci beaucoup pour votre attention.